Alors, on va voir le chapitre 9, c'est le chapitre sur les virus et aussi on va parler un peu des prions. Je vous suggère fortement de faire la lecture du PowerPoint avant de regarder cette vidéo. Donc, les généralités sur les virus, on en a déjà parlé quand on a vu le chapitre 1 dès le début de la session. On avait vu que les virus sont des organismes acellulaires, donc c'est pas une cellule en soi. Et on peut dire que c'est les plus petits agents infectieux d'une grandeur de 20 à 300 nanomètres. Donc, c'est pas possible de les voir au microscope optique. On peut seulement les voir au microscope électronique. On avait dit aussi que les virus, c'était des parasites intracellulaires obligatoires. Ça veut dire que ça prend absolument une cellule vivante pour que le virus puisse se multiplier. Et l'unité infectieuse, on l'appelle le virion. Le virion, c'est comme, on va le voir un peu plus loin, mais c'est comme un peu la particule virale inactive dans l'environnement. Et en fait, le virion est spécifique d'une cellule, de cellules d'une espèce donnée. Ça veut dire qu'un virus X n'est pas nécessairement capable d'infecter toutes les cellules vivantes. On en a parlé beaucoup avec le coronavirus. On sait que le coronavirus qui cause la COVID-19, au départ, n'était pas capable de se multiplier chez l'humain. Et donc, on le retrouvait surtout chez les animaux comme la chauve-souris, par exemple. Éventuellement, le virus est devenu acquis la capacité d'infecter en fait des cellules humaines. Donc, on va voir que les virus, dans le fond, sont spécifiques à des cellules d'une espèce donnée. Donc, on va voir éventuellement dans les prochaines diapos les différentes structures qui composent les virus, soit les acides nucléiques, la capside, la capsomère, la nucléocapside, l'enveloppe et les spicules. Alors, premièrement, les acides nucléiques, en fait, ça, c'est le matériel génétique du virus. Donc, ça compose le génome viral. Et ça, c'est important. Il faut savoir qu'on a des virus qui contiennent soit de l'ADN ou de l'ARN, mais jamais les deux en même temps. Donc, les différents virus, on peut les diviser en deux catégories, soit les virus à ARN, qui sont composés, les virus à ADN qui sont composés d'ADN soit à simple brin ou à double brin. Et on a l'autre catégorie qui sont les virus à ARN, donc qui sont composés seulement d'ARN, soit à simple brin ou à double brin. Le monocaténaire, ça fait référence au virus à simple brin, et bicaténaire fait référence au virus à double brin. Donc, la deuxième composante des virus, c'est la capside. La capside, en fait, c'est une coque qui va entourer le matériel génétique. Donc, on a le matériel génétique ici. Et en bleu, on a ce qu'on appelle la capside. Donc, la capside est composée d'un assemblage de protéines qu'on appelle les capsomères. Les capsomères, en fait, c'est tous les petites boules bleues que vous voyez ici. C'est comme les sous-unités qui vont former la capside. C'est la partie qu'on va être capable de voir au microscope électronique. Et aussi, ça va déterminer la morphologie du virus. Donc, on vient de dire que c'est la capside qui va donner la morphologie au virus. Il y a deux possibilités, soit la forme polyédrique. Dans ce cas-ci, en fait, la capside va faire une forme géométrique de 20 faces triangulaires. J'ai pris un exemple parmi les virus polyédriques, donc le virus de la polio est un exemple. L'autre forme possible, c'est la forme hélicoïdale. Dans ce cas-ci, la capside, vous voyez, les capsomères vont former un genre de ruban en spirale pour entourer le matériel génétique.
exemple de virus qui a une forme hélicoïdale, le virus de l'Ebola est un exemple. Donc, si on prend l'ensemble formé du matériel génétique plus de la capside autour, on appelle ça la nucléocapside. Alors, on est encore dans la structure des virus. En fait, il y a certains virus qui possèdent une enveloppe. Donc, ce n'est pas tous les virus. On va parler de virus qui sont enveloppés. L'enveloppe, en fait, c'est une couche extérieure par-dessus. Donc, c'est la structure que vous voyez en jaune qui va recouvrir la nucléocapside. C'est important, l'enveloppe, parce que son rôle principal, c'est au niveau de la pénétration d'un virus à l'intérieur d'une cellule hôte afin d'aller causer l'infection. Alors, il faut savoir que les virus enveloppés, en fait, l'enveloppe, ça provient de la membrane cytoplasmique de la cellule hôte, donc de la cellule infectée. Donc, carrément, le virus, après s'être multiplié, on a à l'intérieur de la cellule une multiplication virale. Éventuellement, on a la formation des particules virales. Et quand les virus, en fait, vont sortir de la cellule infectée, vont carrément partir avec une portion de la membrane cytoplasmique. On appelle ça une sortie par bourgeonnement. Et le virus, après sa sortie de la cellule, va être recouvert de l'enveloppe qui provient de la membrane cytoplasmique de la cellule hôte. Bon, c'est sûr qu'éventuellement, vous voyez les spicules en bleu, ça, on va y revenir. Ça, c'est des protéines ou des glycoprotéines qui proviennent du virus, qui sont comme se retrouvent à la surface, en fait, de l'enveloppe. Alors, je fais un petit rappel ici. On a déjà vu que les virus enveloppés sont plus faciles à détruire que les virus non enveloppés. C'est facile à comprendre. L'enveloppe provient de la membrane cytoplasmique, donc c'est formé de phospholipides. Et les phospholipides sont faciles à détruire, soit par les étapes de décontamination, soit par la chaleur, les agents chimiques, ou encore la dessiccation, c'est-à-dire la déshydratation du virus à l'extérieur. Et quand le virus perd son enveloppe, ben, automatiquement, il va perdre son pouvoir infectieux. Donc, il n'est plus capable de rentrer à l'intérieur d'une autre cellule pour aller faire, en fait, pour aller infecter la cellule et se multiplier. Alors, les virus enveloppés ont ce qu'on appelle des spicules. Donc, les spicules, ce sont des glycoprotéines qui vont traverser l'enveloppe, comme vous voyez ici en rouge, et qui sont projetées à l'extérieur du virus. Et ces structures-là, ça va permettre justement au virus d'aller se fixer sur les cellules hôtes pour pouvoir y pénétrer pour causer l'infection. Donc, les spicules sont importantes parce que, dans le fond, elles sont spécifiques aux cellules hôtes. C'est comme une clé dans une serrure. On l'a vu plus tôt que les virus ne sont pas capables d'infecter toutes les cellules. Donc, il y a vraiment des récepteurs à la surface des cellules qui vont en fait permettre aux spicules de se lier pour rentrer à l'intérieur de la cellule pour aller causer l'infection. Donc, les spicules, ça devient des critères d'identification pour certains virus. Donc, juste pour vous démontrer la spécificité des spicules selon les virus, j'ai pris un exemple. J'ai pris l'exemple du virus de la grippe, donc l'influenza. J'ai pris aussi l'exemple de la grippe de 2016. Donc, on sait déjà que le virus de l'influenza va muter à chaque année pour donner des souches qui sont différentes. En 2016, on prévoyait des infections au virus de l'influenza, soit le H1N1 ou encore le H3N2.
Il faut savoir que le H, ça provient de spicules d'hémagglutinine que vous voyez ici en bleu. Et le N provient des spicules de la neuraminidase que vous voyez ici en rouge. Donc, ces spicules-là sont différentes au niveau antigénique d'une souche à une autre souche. Alors, la réplication virale. On a déjà vu qu'un virus n'est pas capable de se répliquer de façon autonome. Donc, pour se reproduire, ça lui prend absolument une cellule vivante. Et il va en fait introduire son matériel génétique à l'intérieur de la cellule pour détourner les activités cellulaires de la cellule infectée au profit de la synthèse de ses constituants viraux. Donc, carrément, le virus va se servir d'une cellule vivante, un peu comme une usine pour produire d'autres particules virales. Donc, au niveau de la réplication virale, on a deux phases, soit la phase extracellulaire et la phase intracellulaire. Bon, extracellulaire, ça veut dire qu'on a des virus dans l'environnement. Ce sont des virus qui sont inactifs, donc ne sont pas à l'intérieur d'une cellule vivante. On les appelle les virions. Et ces virions-là ont un potentiel infectieux, c'est-à-dire que ces virus-là sont juste en attente de trouver une cellule à infecter pour aller se reproduire. Alors, si on pense à toutes les mesures qu'on prend présentement au niveau de la pandémie, donc pourquoi on se protège avec des masques, avec des visières, on se lave les mains, c'est juste pour détruire les virus inactifs qui pourraient se retrouver dans l'environnement. Éventuellement, si le virion réussit à rentrer à l'intérieur d'une cellule, là, on va parler de la phase intracellulaire. Lui, c'est ça son but, c'est de se multiplier. Donc, on parle de multiplication virale. Et je l'ai dit tantôt, à l'intérieur de la cellule, le virus va utiliser le métabolisme énergétique d'une cellule infectée. Son but ultime, c'est de synthétiser ces différents constituants pour aller former de nouvelles particules virales. Maintenant, les 5 étapes de la réplication virale, ça c'est important que vous puissiez les connaître. Premièrement, le virus va s'absorber à la surface d'une cellule à infecter. Donc, c'est la fixation du virus et ça va se faire sur des récepteurs complémentaires ou spécifiques qui sont situés sur la membrane de la cellule hôte, donc de la cellule à infecter. Deuxième étape, la pénétration. Ça veut dire que c'est l'entrée en fait du virus à l'intérieur de la cellule. C'est très, très simplifié, mais en fait, c'est le matériel génétique du virus qui va entrer à l'intérieur de la cellule et en même temps, on a la décapsidation, c'est-à-dire qu'on a la perte de la capside. De là, l'idée où c'est seulement le matériel génétique qui va entrer à l'intérieur de la cellule. Un coup entré, on a la synthèse. La synthèse, en fait, premièrement, la réplication du génome viral, que ce soit un virus à ADN ou un virus à ARN. Et on a la synthèse des protéines qui sont nécessaires, comme par exemple les protéines qui vont former la capside. Un coup que tout ça c'est fait, c'est l'assemblage. Donc, c'est l'assemblage des protéines virales pour former la capside autour du génome. En fait, si on résume, c'est la formation des nouveaux virus. Et là, le virus doit sortir de la cellule infectée, soit par bourgeonnement, c'est le cas des virus enveloppés, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour les virus non enveloppés, c'est une lyse cellulaire. Ça veut dire que la cellule va carrément éclater ou se briser pour libérer les nouveaux virus dans l'environnement pour aller en fait infecter d'autres virus.
Alors, si on résume la réplication virale ou les étapes de la réplication virale, ici c'est très schématisé, on s'entend, mais je vous demande de retenir, en fait, premièrement, l'infection de la cellule. Donc, le virus ou le virion va s'attacher. On a parlé de adsorption, mais vous pouvez aussi utiliser le mot attachement sur la surface de la cellule via des récepteurs. Et là, le virus va rentrer. On a une décapsidation, donc on va perdre la capside. Il reste le matériel génétique qui va se répliquer, donc la réplication du génome. D'une autre part, on a la synthèse des protéines, des différentes protéines virales par expression génique. Et éventuellement, on a un assemblage pour former, en fait, on va assembler les différentes protéines de la capside autour du génome viral pour former les nouveaux virus et la sortie des virus. Dans mon schéma ici, c'est un virus à enveloppe, donc un virus enveloppé. On avait vu que les virus enveloppés, la sortie se fait par bourgeonnement. Donc, le virus va partir avec une partie de la membrane cytoplasmique de la cellule infectée et va se retrouver à l'extérieur avec une enveloppe et éventuellement des spicules représentées ici par les structures en jaune. Bon, pour les virus qui n'ont pas d'enveloppe, donc les non enveloppés, la seule différence, c'est que la cellule va se lyser, donc on parle de lyse cellulaire. Pour libérer les virus dans l'environnement. Alors, la partie importante au laboratoire de microbiologie, comment on va détecter une infection virale. Donc, c'est pas comme les bactéries. Les virus, on peut pas les cultiver sur des géloses pour être identifiés. Alors, on va voir les autres méthodes pour la détection des virus à partir de spécimens cliniques. Donc, les méthodes de détection d'une infection virale, on va voir dans les prochaines diapos 4 méthodes de détection, soit sur la culture cellulaire, détection d'inclusion dans les cellules infectées, les techniques immunologiques et les techniques de biologie moléculaire, soit la méthode par PCR. Donc, la première méthode sur culture cellulaire, en fait, on va inoculer le spécimen à analyser, donc qui contient possiblement le virus, sur une couche de cellules hôtes en culture. Habituellement, on va utiliser les fibroblastes humains. Après une période d'incubation, on va aller observer au microscope l'effet cytopathogène, donc l'effet pathogène du virus sur les cellules infectées. J'ai pris l'exemple de la détection du cytomégalovirus, donc le CMV. On peut utiliser soit les prélèvements, un prélèvement de sang, une biopsie, un prélèvement du liquide céphalorachidien qu'on va aller inoculer sur des fibroblastes en culture, comme on voit ici. Après la période d'incubation, on va aller vérifier si on a un effet cytopathogène du virus. Ça va se faire au microscope optique et on va aller voir l'effet cytopathogène par le ballonnement des cellules infectées. Comme vous voyez ici, on voit des espèces de ballonnements, donc de cellules ballonnées. Dans la partie ici, vous voyez que les fibroblastes sont sains, alors que dans la partie ici à gauche, on a le ballonnement qui signifie l'infection des fibroblastes par le virus. Maintenant, une deuxième méthode, c'est de la détection d'inclusion à l'intérieur des cellules. Pour faire ça, en fait, on va colorer un frottis, soit un frottis fait à partir de cellules ou encore un frottis fait à partir de tissus qui proviendraient d'une biopsie. Ça se fait sur une lame de microscope et là, on va effectuer une coloration pour colorer les cellules. Il y a 3 exemples de coloration. Donc, la première, c'est la Papa Nicolaou.
Peut-être que ça vous dit quelque chose, ou si je vous dis le test du PAP. Donc, le PAP test, c'est les filles connaissent ça, là, c'est le fameux test de prélèvement de l'endocole pour vérifier si on n'a pas des problèmes de cancer ou de cellules cancéreuses au niveau du col. On va effectuer le même type de coloration pour la recherche de cellules infectées. Donc, on appelle la coloration le Papa-Nicolau. On peut faire aussi un Guy-MSA pour colorer les cellules, surtout les cellules sanguines, donc les globules blancs du sang, ou encore la coloration de l'hématoxyline éosine. En fait, le but de la coloration, c'est d'aller observer les structures à l'intérieur des cellules. Ça va nous permettre, entre autres, d'observer la présence d'inclusion à l'intérieur soit du cytoplasme ou encore à l'intérieur du noyau des cellules infectées par le virus. Dans mon exemple, sur la photo, j'ai encore pris le virus, le CMV, donc le cytomégalovirus. On a la photo, c'est en fait une biopsie de l'encéphale, donc au niveau du cerveau. Et on sait que c'est une biopsie qui a été faite chez un patient qui fait une encéphalite au cytomégalovirus. Donc, où on observe l'inclusion. Dans ce cas-ci, c'est une inclusion au niveau du noyau. Alors, vous avez la cellule. Le noyau est représenté par la flèche. Donc, c'est le noyau, tout ce que vous voyez ici en blanc. Et à l'intérieur, au niveau de la pointe de flèche ou de la tête de flèche, vous avez l'inclusion anormale. Donc, c'est l'espèce d'inclusion colorée foncée en violet. Alors ça signifie que, en fait, ça nous confirme que le patient a fait une encéphalite à un virus. Dans ce cas-ci, c'est le cytomégalovirus. Troisième méthode, ce sont les techniques immunologiques et sérologiques. Alors, ces méthodes-là, elles sont basées sur la liaison antigène-anticorps. De là, le terme immunologie. Ou encore sérologie. Donc, on sait que les anticorps se retrouvent dans le sérum. Il y en a deux types, soit le test direct. Dans le test direct, on va aller identifier le virus ou encore les protéines virales sur un frottis cellulaire. Donc, on va aller détecter l'antigène directement, donc l'antigène viral, c'est-à-dire la présence du virus. Dans la méthode indirecte, dans ce cas-ci, pourquoi on dit indirect? C'est qu'on va aller mettre en évidence les anticorps produits contre les virus, donc produits au moment de l'infection. Et c'est plus facile parce qu'on va aller détecter les anticorps qui seraient présents dans le sérum du patient. On en parle souvent présentement au niveau de la pandémie de coronavirus. Présentement, on va aller détecter de façon directe le virus par une méthode PCR qu'on va voir dans la prochaine diapo. Et on est en train de mettre au point les méthodes indirectes pour aller, en fait, aller identifier les anticorps produits suite à l'infection. Donc, on va comprendre que dans la méthode directe, c'est pendant l'infection. Et dans la méthode indirecte, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après l'infection. Donc, on est capable d'aller dire que oui, le patient a eu l'infection soit récemment, soit de façon antérieure. Alors, deux exemples de mise en évidence d'une infection virale par des techniques immunologiques. Premièrement, la méthode directe. Donc, j'ai dit qu'on allait directement détecter des antigènes viraux ou encore des protéines du virus. J'ai encore pris l'exemple du cytomégalovirus et il y a une méthode qui permet d'aller détecter la protéine PP65 par immunofluorescence. Et ça, on va aller travailler sur un frottis, comme je l'ai dit tantôt. Un frottis, dans ce cas-ci, ce sont des cellules sanguines infectées par le cytomégalovirus. Donc, la technique, on a des cellules sur la lame de microscope
Éventuellement, les cellules qui sont infectées par le virus, donc on a l'antigène viral, l'antigène étant la protéine PP65. Et là, pour la mettre en évidence, on va mettre en contact avec des anticorps spécifiques à la PP65. Alors, si on a le virus, l'anticorps va aller se fixer spécifiquement sur la protéine. Et pour aller visualiser le résultat, c'est que notre anticorps a été couplé avec une molécule fluorescente. Et on va pouvoir mettre en évidence les cellules infectées au microscope à fluorescence. Donc ici, on a une cellule infectée, c'est jaune fluo, cellule infectée par le cytomégalovirus. Et je vous rappelle qu'on met en évidence une protéine virale du CMV qui est la PP65. Donc ça, c'est une méthode pour identifier les cellules infectées. C'était la méthode directe. Au niveau de la méthode indirecte, j'ai dit qu'on allait mettre en évidence les anticorps formés lors de l'infection. Et c'est la méthode qui est utilisée pour la détection, entre autres, des anticorps, les patients qui ont été en contact avec le virus du sida, donc le VIH. C'est une méthode qui est vraiment facile parce que c'est un prélèvement de sang et on va aller dépister les anticorps produits dans le sérum du patient, donc les anticorps spécifiques au virus du VIH. Donc, la quatrième méthode pour la détection d'une infection virale, ça se fait en biologie moléculaire. C'est la méthode qu'on appelle le PCR. Donc, le PCR pour Polymerase Chain Reaction ou en français, l'amplification en chaîne par polymérase. Alors, cette méthode-là, ça permet d'amplifier dans un premier temps, puis de détecter une séquence d'acide nucléique qui est spécifique au virus. Cette méthode-là est de plus en plus utilisée pour détecter les virus et également les bactéries. Donc, c'est vraiment une technologie de choix dans les laboratoires de microbiologie. C'est une méthode qui est rapide, c'est une méthode qui est sensible. Vous en entendez souvent parler d'ailleurs au sujet du coronavirus, la méthode pour détecter les patients COVID-19 positifs. Ça va se faire selon la méthode du PCR. On ne va pas voir le principe de cette méthode-là, qui est quand même un peu complexe. Vous allez bien l'étudier dans le cadre du cours de biologie moléculaire. Donc, juste retenir qu'il existe une méthode de détection qui est rapide, qui est sensible, pour détecter les infections virales. Donc, je vais vous parler un peu des prions. Faut savoir que les prions, ce ne sont pas des virus, OK? Mais ce sont des protéines infectieuses. Donc, c'est pas vraiment une cellule, donc ça contient ni ADN ni ARN. C'est vraiment des protéines qui sont capables d'infecter ou d'aller causer des infections. Et ça va être... en fait, ces prions-là sont responsables de maladies neurologiques qui sont transmissibles. Quelques exemples de maladies associées aux prions. Premièrement, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc ça, c'est chez l'humain. Chez les bovins, on va parler de la maladie de la vache folle. Et chez le mouton, on va parler de la maladie qu'on appelle la tremblante du mouton. Alors, les prions vont causer des maladies qui sont transmissibles. Donc, ce sont des protéines infectieuses, comme on l'a vu dans la diapo précédente. Et ça va provoquer ce qu'on appelle des encéphalopathies spongiformes. Alors, si on regarde la photo ici, au niveau d'une biopsie du cerveau, quand on parle spongiforme, c'est que vous voyez qu'il y a des petits trous blancs un peu partout, donc des trous comme dans une éponge.
et ça va causer une maladie progressive avec une évolution qui est souvent lente, donc sur plusieurs années, mais c'est une maladie qui est toujours fatale. Donc, il n'existe pas de traitement pour causer, il n'y a pas de traitement en fait pour guérir ce type de maladie-là. Donc, les prions, c'est une protéine modifiée et sa modification fait en sorte qu'elle devient infectieuse. Alors, la protéine prion normale, qu'on va appeler la PRPC, on la retrouve dans le cerveau et la moelle épinière des individus en bonne santé. La maladie, elle semble être causée par une forme anormale de la protéine. Donc, la forme anormale qu'on va appeler la PRPSC. Et la protéine anormale, elle est capable d'altérer les autres protéines normales en l'amenant à se replier sous une forme anormale qu'on a appelée la PRPSC. Et on sait maintenant que l'accumulation de la protéine anormale PRPSC dans le cerveau, ce serait en cause dans l'apparition de la maladie. Alors, j'ai un exemple ici concernant la maladie de la tremblante du mouton. Alors, vous avez à gauche, on a la protéine normale qu'on appelle la PRP. On devrait rajouter ici le C qui manque. Dans ce cas-ci, le mouton est en santé. Suite à une modification de la protéine prion, on obtient la PRPSC. Donc, vous voyez ici la modification de la structure de la protéine. Et dans ce cas-ci, on a l'apparition de la maladie, la tremblante du mouton. Donc, on voit l'image est floue parce que cette maladie-là, ça cause des moutons qui sont plus capables de se tenir sur leurs pattes, là, qui tremblent. Donc, juste par une animation ici, on voit que, qu'est-ce que je viens de vous expliquer, c'est que la protéine normale, la PRPC, est capable d'aller altérer les autres protéines normales aux alentours. Donc, au contact de la protéine anormale, les autres protéines deviennent elles aussi anormales. On a pu prouver ça en inoculant la protéine anormale, donc la PRPSC, dans le cerveau des animaux sains, et on a vu que l'inoculation, ça allait provoquer l'apparition de la maladie. Donc, on a pu prouver comme ça qu'une protéine anormale injectée chez un patient ou plutôt un animal normal, on va voir que la protéine anormale a été capable de provoquer la maladie. Alors, au niveau de la transmission, je vais commencer par vous dire que de nos jours, on n'a pas vraiment de cas de transmission de prions. La crise de la vache folle, c'était surtout dans les années 90, donc entre les années 94 et 2000. Et ça s'est passé dans certains pays européens. Et on sait maintenant que les contaminations, ça s'est fait de deux façons, soit premièrement de façon alimentaire. Donc, les bovins étaient infectés suite à l'ingestion de farine animale. Donc, on utilisait des farines qui provenaient, par exemple, d'autres bovins qui avaient été infectés. C'est de cette façon-là que les bovins, en mangeant, dans le fond, les farines contaminées, devenaient, en fait, étaient infectés par la maladie. Il y a eu aussi quelques cas d'humains infectés suite à l'ingestion de viande contaminée. La deuxième situation qui a causé des problèmes au niveau de la transmission des prions, c'était transmis soit par de l'équipement ou encore des tissus contaminés.
comme par exemple en installant des électrodes ou des instruments chirurgicaux dans le cerveau des patients, et là, les instruments, les électrodes étaient déjà contaminés, ou encore par transfusion de sang à partir de patients qui étaient contaminés par le prion, ou encore des greffes de la cornée. Si jamais vous êtes des donneurs de sang, on vous demande toujours, avez-vous séjourné dans tel pays européen de telle année à telle année? Si on répond oui, on n'est pas un candidat acceptable pour le don de sang. Et la raison, c'est ça, c'est justement pour pas transmettre des prions. Alors, pour décontaminer de l'équipement qui aurait pu être en contact avec des prions, alors c'est pas facile parce que les prions sont résistants à la plupart des agents physico-chimiques. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la combinaison des deux, soit au niveau de l'agent chimique, on va prendre une solution de NaOH à 1 normal pour une durée supérieure à 1 heure. Et ça va nous prendre un cycle de stérilisation à 134 degrés Celsius pendant 1 heure à 4 heures. Alors, selon vous, le cycle d'autoclave habituel, est-ce qu'il permet de la destruction des prions? Alors, la réponse, c'est non, parce qu'on avait vu qu'à l'autoclave habituelle, on a une température de 121 degrés Celsius pendant une période de peut-être 1 heure maximum. Alors, pour stériliser de l'équipement qui pourrait avoir été en contact avec des prions, il va falloir modifier le cycle. Donc, ça nous prend une température à 134 degrés Celsius pendant une longue période, soit entre 1 heure et 4 heures.